Bienvenue à la discussion. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui donne un peu le vertige, celle d'un potentiel transfert de Vinicius Junior vers la Ligue saoudienne. Les documents qu'on a pu étudier ne parlent pas seulement de sport, mais d'une projection économique folle. La possibilité pour lui d'atteindre une fortune d'1 milliard de dollars. Le dissident. Et c'est là en fait que toute notre discussion va se jouer. Finalement, la vraie question c'est, ce milliard, est-ce une quasi-certitude, le résultat presque mécanique d'un système bien huilé, ou est-ce que ça reste un scénario de rêve, une estimation très optimiste qui dépend de beaucoup de si? C'est exactement ça. De mon côté, je vais défendre l'idée que ce n'est pas juste un contrat, mais un véritable écosystème financier. Un écosystème conçu pour faire de lui un milliardaire. Pour moi, c'est une trajectoire quasi inévitable. Et moi, je soutiendrai la position inverse. Malgré les chiffres qui sont, c'est vrai, astronomiques, le milliard reste un objectif très lointain et semé d'embûches. C'est une possibilité, bien sûr, mais absolument pas une garantie. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour moi, il faut voir ça non pas comme un contrat de footballeur classique, mais comme un véritable plan de carrière financier clé en main. L'Arabie Saoudite, en fait, ne lui achèterait pas seulement ses talents sur le terrain, elle lui proposerait de devenir une entreprise à lui tout seul. Une marque mondiale bâtie sur un modèle économique complet, le dissident. Le premier étage de la fusée, c'est évidemment le salaire. On parle d'une base entre 200 et 300 millions de dollars sur 4 ou 5 ans. Bon, pour un joueur de 24 ans, au sommet de sa forme, c'est déjà une somme qui change la donne pour plusieurs générations. Mais ce n'est que le début. Le deuxième étage, ce sont tous les avantages à côté. Une prime à la signature qui pourrait dépasser les 50 millions, mais aussi des avantages en nature qui sont loin d'être anecdotiques. On parle de résidences de luxe, de jets privés à disposition. Les documents estiment la valeur réelle de ces bonus entre 100 et 150 millions de dollars. C'est colossal. Le dissident. D'accord. Et puis on arrive au troisième étage, et c'est là où tout change d'échelle, le marketing. Il ne serait plus seulement joueur du Real Madrid, il deviendrait l'ambassadeur mondial du projet saoudien, de Vision 2030. Le potentiel de revenus publicitaires est estimé entre 300 et 400 millions, largement financé par des partenariats avec les fonds souverains de l'État. Enfin, le dernier étage, le plus puissant, c'est l'effet multiplicateur des investissements. Il aura un accès direct privilégié à des opportunités d'investissement à très fort rendement, que ce soit dans l'immobilier et la tech, des portes qui restent fermées pour 99% des gens, même les plus riches. Et tout ça est lié par un facteur décisif, son âge. C'est le timing parfait. Il arrive en pleine force de l'âge, ce qui maximise sa valeur. Quand on assemble ces 4 pièces, le milliard n'est plus une simple possibilité, il devient la conclusion logique de l'équation, le dissident. Oui, j'entends la logique, c'est une belle construction sur le papier, mais ma lecture est radicalement différente. Pour moi, ce calcul du milliard est un empilement de certitudes et de spéculations. On mélange des chiffres solides, comme le salaire de base, avec des projections qui relèvent plus du vœu pieux que de l'analyse financière rigoureuse. Premièrement, parlons de ces fameux revenus marketing. Le chiffre de 300 à 400 millions est présenté avec une prudence qui dit tout. Les documents indiquent qu'il pourrait atteindre ce montant. Le conditionnel est crucial ici. Ce potentiel dépend entièrement de sa capacité à devenir le visage global du football saoudien. Or, ce statut, ça ne se décrète pas. Il y aura de la concurrence et surtout, il est lié à ses performances. S'il ne brille pas, ce chiffre s'effondre. Ensuite, les gains d'investissement. L'expression « accès privilégié », c'est très séduisant. Mais ça ne garantit absolument rien. Transformer, disons, 400 millions en 800 millions ou plus, ce n'est pas une formalité, même avec les meilleurs contacts. C'est un métier à part entière. D'ailleurs, le texte le dit lui-même, le succès de ces investissements est conditionné à une gestion financière structurée. C'est un aveu que ce n'est pas automatique, c'est une compétence externe, un facteur de risque majeur. Et enfin, le point le plus important pour moi, ce modèle est dangereusement linéaire. Il suppose que tout va se passer sans le moindre accroc pendant 10 ans, aucune blessure grave, aucune baisse de forme. Le sport de haut niveau est imprévisible. Le milliard tel qu'il est présenté, ce n'est pas un chemin balisé. C'est le scénario parfait, et dans la vraie vie, ça n'arrive que très rarement. Je vois où tu veux en venir, mais je pense que tu analyses les revenus marketing avec une grille de lecture occidentale, classique. Tu parles de retour sur investissement pour des marques. Or, dans ce cas précis, ce n'est pas le sujet. Ces revenus sont stratégiques, pas commerciaux. Le dissident. Qu'est-ce que tu veux dire par stratégique ? $1 reste $1. Il faut bien que quelqu'un le paye, non ? Bien sûr.
Mais le payeur, ce n'est pas une marque de soda ou un équipementier sportif. C'est un État, via ses fonds souverains. Pour eux, payer Vinicius 300 ou 400 millions, ce n'est pas une dépense publicitaire. C'est un investissement dans leur propre image, dans leur soft power. Il devient une part intégrante du projet national Vision 2030. Sa valeur n'est plus liée au nombre de maillots qu'il vend, mais à la crédibilité qu'il apporte au projet saoudien sur la scène mondiale. C'est un investissement politique. Et dans ce contexte, le chiffre de 300-400 millions n'est plus une projection maximale, c'est une ligne budgétaire. Le dissident. D'accord, je comprends la nuance, elle est importante, mais même un soutien étatique, aussi puissant soit-il, ne peut pas fonctionner en vase clos totalement déconnecté de la réalité. La valeur de Vinicius en tant qu'ambassadeur dépendra toujours, in fine, de l'attractivité réelle de la Saudi Pro League. C'est la base de tout. Si le championnat ne captive pas une audience mondiale, si les stades sonnent creux, alors son image d'ambassadeur perdra de sa valeur. Soutien de l'État ou pas, tu ne peux pas promouvoir indéfiniment un produit si personne ne le regarde. Donc on en revient au même point, Char. Ce revenu est conditionné au succès global de tout un écosystème, ce qui est loin d'être acquis. Le risque est bien réel, mais c'est justement là que son âge change toute la dynamique. Tu ne peux pas comparer son cas à celui de Cristiano Ronaldo ou de Benzema. Eux sont arrivés en pré-retraite. Vinicius, lui, arriverait à 24 ou 25 ans. Il a potentiellement une décennie complète au plus haut niveau devant lui. C'est cette durée qui est le véritable game changer. Le dissident, en quoi la durée change-t-elle la nature du risque que j'évoque? Qu'il soit là pour 2 ans ou 10 ans, si la ligue ne décolle pas, le problème reste le même. Ça change tout. Une décennie, ça lui laisse le temps de s'installer, de devenir l'icône durable du championnat, mais surtout, ça crée un effet boule de neige financier absolument monstrueux pour ses investissements. Recevoir des revenus de pointe pendant 10 ans, ce n'est pas du tout la même chose que pendant 2 ou 3 ans. Ça te donne une force de frappe qui te permet de diversifier, de lisser les risques et de bénéficier de la puissance des intérêts composés sur une longue période. C'est cette longévité, presque garantie par son âge, qui sécurise le chemin vers le milliard. Il a le temps de son côté. Le dissident. C'est un argument convaincant, je t'accorde. Le timing est un atout majeur. Mais tu oublies de regarder l'autre face de la pièce. Ce timing parfait est aussi un piège. Ça augmente la pression de manière exponentielle. On ne lui demande pas de faire 1 ou 2 bonnes saisons. On lui demande d'être le visage irréprochable d'un projet national, de performer au plus haut niveau, sans la moindre baisse de régime pendant 10 ans. C'est une éternité dans le football. La longévité financière dont tu parles n'est absolument pas acquise. Elle doit être méritée, chaque jour. Le modèle qu'on étudie fait l'impasse totale sur le risque humain, le risque d'usure. À ce niveau d'investissement, la moindre blessure, la moindre polémique aurait des conséquences dévastatrices sur sa valeur. Là-bas, il serait le projet. Cette pression est un facteur de risque gigantesque. Là, je te suis moins, parce que tu parles de risque en oubliant la nature même des investissements proposés. Et c'est notre 3e point de désaccord. Tu imagines un sportif seul face à la complexité des marchés. Mais ce n'est pas du tout ce que les documents décrivent. L'accès à des fonds d'investissement stratégiques, c'est un avantage structurel qui est conçu précisément pour réduire ce risque. Le dissident, attends une seconde. Tu parles de partenariat intégré et d'accès privilégié. Ça sonne très bien en théorie, mais concrètement, ça ressemble à quoi? On lui met un portefeuille de projets sous le nez en lui disant « signe » en bas de la page. C'est plus subtil que ça. Il ne s'agit pas pour lui de jouer en bourse. Il s'agit de lui ouvrir les portes de projets d'investissement cofinancés ou garantis par l'État. Des projets immobiliers pharaoniques, des investissements dans des startups de la tech soutenus par les fonds souverains. Ce sont des opportunités off-market, inaccessibles au commun des mortels. Le risque de marché est considérablement atténué quand ton principal partenaire d'investissement est l'État lui-même. Ça transforme l'investissement d'un défi complexe en une opportunité quasi imperdable. Le système est conçu pour qu'il gagne. Le dissident, sécurisé. Vraiment? Depuis quand un investissement à très fort rendement est-il sécurisé? Les deux termes sont presque une contradiction. Tu as raison sur un point. Avoir l'État comme partenaire, c'est un avantage énorme. Personne ne peut le nier. Mais ça n'élimine pas le risque humain, le risque de la mauvaise gestion. L'accès aux meilleures opportunités du monde ne te protège pas de toi-même. Et le document source est très clair là-dessus. C'est peut-être la phrase la plus importante. Le succès est conditionné à une gestion financière structurée. Si tout était si simple et sécurisé, pourquoi prendre la peine de préciser cette condition ? C'est l'aveu que c'est le maillon le plus faible, le plus spéculatif de toute la chaîne. C'est une compétence, pas un droit d'entrée. Bon, donc si je résume ma pensée, tout est conçu pour que le milliard ne soit pas un objectif à atteindre, mais une conséquence presque inévitable de sa signature.
La structure de l'offre saoudienne en combinant ce contrat record, ce marketing d'État, ces investissements privilégiés et ce timing parfait, ça crée un écosystème. Dans ce système, la variable la plus importante n'est plus le talent du joueur, mais la puissance de la structure. Le contexte fait le milliardaire. Le dissident. De mon côté, je maintiens ma position. Je reconnais que le potentiel financier est sans précédent, historique même, mais le statut de milliardaire reste une projection, et une projection ambitieuse. Elle est suspendue à la réalisation d'un scénario parfait sur tous les plans. Performance sportive sans faille pendant une décennie, succès global de la Ligue saoudienne et une gestion financière personnelle d'une rigueur absolue. Chacun de ces 3 piliers comporte une part significative d'incertitude. Ignorer ces risques, c'est confondre le plan et la réalité. Ce qui est sûr, c'est que notre discussion met en lumière cette tension fascinante entre un potentiel économique qui dépasse l'entendement et la certitude de sa réalisation. Et ça illustre parfaitement comment la valeur d'un athlète d'élite aujourd'hui se construit sur des piliers qui vont bien au-delà de ce qu'il fait avec un ballon. Le dissident Pierre. Absolument. Le sujet est incroyablement complexe et soulève des questions qui transforment en profondeur le sport de haut niveau. Les documents que nous avons analysés ne sont qu'un aperçu de cette nouvelle économie et ils méritent, je pense, qu'on continue de s'y pencher attentivement.